Bravo au CCGPF d'avoir fait un colloque sur la sécurité parce que, je dirais, pour répondre à votre question, ça participe de la prévention que d'avoir un dialogue social autour de la sécurité, même si on n'est pas toujours d'accord. Moi, j'ai entendu depuis ce matin des choses avec lesquelles je suis d'accord, j'en ai entendu des avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais il faut qu'on puisse se le dire et essayer de progresser. Alors, sur la question de la prévention, bon, d'abord, avant tout, la SNCF a décidé d'avoir une très haute ambition de sécurité et une politique de sécurité. Et elle a décidé non seulement au sein de chaque société qui ont des certificats ou des agréments de sécurité, mais elle a décidé que c'était une marque du groupe. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas strictement obligatoire, puisque le groupe, lui, n'a pas de certificat ou d'agrément de sécurité. Les responsables pour la sécurité du travail sont les employeurs au sens du Code du travail, donc les présidents des sociétés. Et donc, le groupe a décidé d'avoir cette politique de sécurité, donc, et il l'a affiché dans une politique sécurité refaite début 2023. C'est la première chose, donc l'ambition. Deuxièmement, les résultats, on pourrait y revenir, ils sont quand même de très haut niveau, si je pense notamment à la sécurité ferroviaire en Europe. On n'est pas les premiers de la classe, c'est aussi un autre élément à voir. Et ils sont probablement moins brillants en sécurité du travail, où on a encore beaucoup de travail, à la fois sur les accidents graves et mortels, nous le savons tous, hélas. Et c'est un peu pour ça que nous sommes aujourd'hui ici. Et puis sur les accidents du travail. Une fois qu'on a dit ça, la logique, elle est, et elle reste, essentiellement préventive. Et donc ça, on ne peut pas dire le contraire. Il faut être avant l'accident, en amont de l'accident, qu'il soit du travail ou ferroviaire, pour l'empêcher. Ça ne change pas et ça ne peut pas changer. Il n'y a pas de société de transport collective sans très haut niveau de sécurité, et il n'y a pas de société de transport collectif sans politique de prévention. Donc ça, je dirais, c'est même pas un choix. De toute façon, une politique de prévention, c'est la base d'un certificat de sécurité, c'est la base d'un SGS, système de gestion de la sécurité, et si on n'a pas une politique de prévention, on n'est pas autorisé à exercer. Donc c'est le cas aujourd'hui de la SNCF, ça l'a été, ça le restera. Et donc cette prévention, elle progresse, même si ça peut peut-être étonner certains. Moi je considère que la politique de prévention progresse. Retour d'expérience après retour d'expérience, et on en fait des centaines chaque année, on fait progresser quelque part, dans chaque retour d'expérience, la politique de prévention. Et si je dois donner simplement 2 exemples, c'est vrai dans le domaine technique. Je visitais l'autre jour un technicentre, à l'entrée duquel vous avez des bancs de mesure automatisés, des essieux à l'entrée. C'est quelque chose qui est finalement relativement récent, qui entend et qui voit des choses que l'opérateur humain peut voir, mais avec une certaine difficulté ou ne peut pas voir. On a, par la technique et par d'autres systèmes techniques, fait progresser la prévention d'un accident. Dans le domaine humain, la veille qui énerve parfois beaucoup les gens dans les établissements, qui est lourde pour l'encadrement, je pense qu'elle est quand même aujourd'hui beaucoup plus rigoureuse et tracée qu'elle ne l'était, par exemple, quand je suis rentré à la SNCF en 84. Voilà. Donc, non, mais voilà, j'entends que ça peut être des sujets de débat. Je parle de ce que j'ai connu, et j'ai l'avantage finalement de l'avoir connu sur une période assez longue. Alors, une fois qu'on a dit ça, l'analyse et la priorisation des risques ne sont pas opposés à la prévention. Et je dirais que sur tout sujet, on doit concentrer nos efforts, nos moyens, y compris ressources financières, sur les risques, évidemment, les plus importants. Aller jusqu'au zéro risque, jusqu'à l'élimination absolue du risque, ça a un coût infini. Aucune entreprise, aucun État n'a des ressources économiques infinies. Donc on est toujours obligé de fixer le niveau du risque acceptable. Et en ferroviaire, il est à un niveau très élevé. Il est très proche du zéro accident, mais je répète, le zéro accident strict, ça n'est pas accessible avec des moyens réalisés. Donc, pour ça, on a, je dirais, d'une part, une pratique, pour citer l'exemple, pour moi, le plus basique, qui répond un peu à ce que disait Marc-Anthony, c'est vous n'avez pas aujourd'hui les mêmes dispositifs de sécurité
ni les mêmes procédures d'ailleurs, sur les voies de service et sur les voies principales. Pourquoi ? Parce que les deux répondent à une juste évaluation du risque que présentent les circulations sur les voies de service et sur les voies principales. Pour ne prendre que cet exemple qui est basique, mais il n'y a pas d'opposition, je dirais, entre être dans la prévention et quelque part allouer ses moyens en fonction de la réalité du risque. Je vais revenir sur un sujet qui a été abordé plusieurs fois. Je crois qu'il a été dit qu'effectivement, il y avait une demande des autorités organisatrices que la réponse soit faite sous forme de société dédiée. Mais la question a plusieurs fois été posée dans des instances où j'étais, mais c'est pas obligatoire qu'elles aient leur certificat de sécurité. Alors, là-dessus, c'est un choix. C'est un choix qui a quand même un raisonnement derrière. Le raisonnement, c'est le suivant. Si le DG de la boîte, il a les responsabilités stratégiques, financières, d'organisation, de production, mais qu'il n'a pas quelque part la responsabilité de la sécurité, est-ce que la sécurité est mieux ou moins bien assurée ? Nous disons, elle le sera inéluctablement moins bien. Parce qu'il va y avoir un décollage entre ceux dont il est en charge et la sécurité. Si, à contrario, il est conscient qu'à travers son certificat de sécurité, il joue quelque part la vie de sa boîte, puisque une filiale société dédiée demain, on peut penser, je ne suis pas dans la tête de l'EPSF, mais l'EPSF hésitera moins à retirer le certificat de sécurité à une société dédiée qu'à la grande SNCF. Bon, il y a un aspect, les Américains appellent ça « too big to fail », est-ce qu'on arrivera à interdire les grandes banques ? Bon. Donc, le patron de la société dédiée, quelque part, en étant aussi patron du certificat de sécurité, il joue la survie de sa société. Et donc, quelque part, nous avons, après raisonnement, parce qu'il y avait du pour et du contre, il y avait des avis dans les deux sens, nous avons souhaité que les sociétés dédiées, elles aient leur certificat. Alors, je suis un peu long dans le début de la réponse, c'est pour vous dire qu'ensuite, pour avoir son certificat, il faut répondre à un système de gestion de la sécurité qui intègre tout ce que vous avez dit, qui intègre la formation, on ne peut pas former n'importe comment les gens, et qui intègre le management de la sécurité, qui intègre le contrôle, le REX, tous les autres éléments. On ne peut pas former n'importe comment les gens, ça veut dire que la société dédiée, elle n'est pas seule au monde. Ça, c'est un point super important. Et le réglage qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui, qu'on va apprendre dans les semaines et les mois qui viennent, c'est de faire le réglage entre des sociétés dédiées qui ont une vraie autonomie, liberté sur un certain nombre de sujets, et d'autres sujets sur lesquels elles doivent adopter les règles et les pratiques du groupe. Et donc le réglage est en train de se faire, il y a déjà des décisions qui ont été prises, c'est quelque chose qui peut évoluer, et par exemple, une société dédiée, elle ne va pas inventer sa petite école de formation de conducteurs. Les conducteurs, ils iront à la grande école de conducteurs de la SNCF. Et elle ne va pas inventer ces petites règles de prisme, et elle va adopter les standards de sécurité du programme PRISM de la grande SNCF. Voilà, donc voilà quelques exemples pour vous dire ça. Je reviens sur un sujet que j'ai entendu évoquer deux fois déjà. FOH. En début de ma carrière, j'ai démarré en 84, c'est-à-dire que ça ne vous échappera pas. Juste après, il y a eu les accidents de 85, 88, 91. Donc des drames pour l'entreprise, à chaque fois des dizaines de morts. On a, à l'époque, introduit les FH. Vous m'avez bien entendu, ce n'est pas FOH, c'est FH. On parlait facteurs humains. Ergonomie, cognitif, tout ce qui permettait d'éviter l'oubli, l'erreur, etc. Et progressivement, parce qu'on travaille aussi avec toutes les entreprises qui réfléchissent sur leurs risques industriels, etc., on en est venu à parler des FOH. Alors moi, je vous dis très clairement, ce que j'ai entendu, je suis plutôt d'accord. Si FOH aboutit à la fin à ce que ça soit que FH, on n'a rien compris. Et tous ceux qui m'ont entendu, et ici certains collègues, on a passé quand même quelques heures ensemble dans les instances, m'ont entendu dire que la dernière boulette qui amène l'incident, c'est presque toujours du H. Et le H, il est toujours préparé par du O. Et donc la question, c'est la responsabilité de l'entreprise, de tous ses managers, c'est à travers un incident qui révèle immédiatement du H, oui, il y a eu un oubli, il y a eu une erreur, il y a eu une confusion, ok. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'organisationnel qui a permis, qui a favorisé, qui a facilité, qui n'a pas rattrapé
cette erreur, cette confusion, etc. Et donc l'entreprise, j'allais dire, elle est mouillée jusqu'au cou dans des questions où, pardonnez-moi l'expression, pour prendre la vieille expression, c'est quand même pas le lampiste qui est en cause. Voilà, c'est bon, merci. Oui, donc il y a plusieurs questions. Bon, je vais laisser les questions plutôt RH à Philippe Bru, bien sûr. Bon, sur l'état de la prévention, je n'ai pas la fine notion de ce qui est donné ou n'est pas donné, donc je ne vous répondrai pas, Monsieur Béja. Sur les certificats de sécurité, pour moi, on applique la réglementation. Hein, donc c'est de tête le troisième paquet ferroviaire européen qui a redéfini le rôle des différentes instances. Tout à fait d'accord, évidemment, pour ce qui a été dit sur le fait que les rapports du BEA objectivent les choses et nous font progresser. C'est aussi notre cas quand on travaille avec le BEA. Bon, l'amiante est un sujet qui reste difficile. Hein. Donc je ne vais pas faire le malin avec l'amiante. On sait qu'on est encore loin de l'optimum. C'est un sujet sur lequel on a, au sein de ma direction, il y a maintenant 1 an et demi, de façon très solennelle, dit à l'ensemble des dirigeants de toutes les SA qu'on n'y était pas encore, qu'il y a encore des sujets sur lesquels on est a priori en écart. Vous avez cité les repérages, vous avez cité, bon ça je pense que ça progresse raisonnablement, le fait que toutes les fiches doivent être à jour, etc. On sait qu'on a encore dans ce domaine des progrès. Donc sur l'amiante, voilà, hein, je préfère faire profil modérément bas, modérément parce qu'on agit, qu'on fait des choses et qu'on a signalé, on continue à signaler le sujet. Pour vous dire comment on travaille, c'est un sujet sur lequel le groupe, outre le fait qu'il a un expert amiante, a des réunions bilatérales plusieurs fois par an avec les sociétés pour regarder comment dans chaque société avance la politique amiante. C'est un des sujets, parce que justement on sent qu'il y a une certaine fragilité, sur lequel on fait le suivi parmi les plus précis de ce que font les SA. Voilà. Sur les ICP c'est un sujet difficile. Hein. Soit on est réaliste et on dit dans des opérations qui vont se répéter à des dizaines, des centaines de fois sur le terrain, avec un mode très très reproductible, si on demande que toutes les ICP soient faites localement, on en a un certain nombre qui vont être pas faites ou bâclées, et à ce moment-là, il vaut probablement mieux faire une ICP générique où on va au fond des choses, et ensuite on regarde comment on adapte dans chaque fois. Aujourd'hui, on va être clair, c'est pas trop ce que dit la réglementation, donc c'est un sujet sur lequel on a décidé d'ouvrir le travail avec la DGT pour essayer de voir s'il y a une ouverture. Et on en discute aussi avec d'autres grandes entreprises qui ont une surface nationale comme nous, pour en discuter avec d'autres entreprises, de regarder qu'est-ce qui est efficace. On est bien d'accord, je pense qu'il n'y a pas de nuance avec ce que vous avez évoqué sur le fait que sur le fond, l'inspection commune préalable, c'est une des conditions d'un chantier à coactivité réalisé de façon satisfaisante en sécurité. Ensuite, on regarde si on est capable de, je dirais, adapter un peu la façon de le faire en pratique. Très rapidement. C'est un sujet qui est quand même un poil complexe. Moi, je pense que ça peut dépendre d'abord de la nature du challenge et de l'objectif suivi et de la taille de l'entité. Si ça doit être pratiqué, à mon avis, à un niveau de taille suffisant. Je veux dire qu'il faut... Enfin, moi, le truc qui m'ébranle et qui nous a ébranlé, c'est des visites à l'extérieur de la SNCF. Hein. Il y a quand même des entreprises... Alors, peut-être qu'il y a quelques cas de sous-déclaration, mais quand elles sont à des taux de fréquence qui varient entre 1 et 2 dans les entreprises industrielles, elles ne passent pas leur temps à cacher les trucs. Hein. Et elles sont donc, ça veut dire 13 fois en dessous de la SNCF. Bon, dans ces entreprises-là, il peut y avoir des aspects de part variable liés à la sécurité du travail, etc. Donc, il faut qu'on ne soit pas aveugle et sourd et qu'on regarde aussi ce qui se fait dans des boîtes qui sont quand même bien meilleur que nous sur l'accidentologie du travail. Donc on y réfléchit. Bon, c'est des questions difficiles et très d'actualité, puisque vous savez qu'on va démarrer une conférence, l'État va démarrer une conférence sur le financement des infrastructures qu'on demande depuis longtemps. Bon, alors première chose, bon, la maxime, il y a des trucs qui durent pas, comme dit la chanson. Bon. L'augmentation des tarifs TGV, ça a des limites, parce qu'ensuite les clients ils viennent plus au TGV. Or aujourd'hui, donc, le TGV, il a quand même pour ambition d'être aussi un transport vraiment proposé à tous. Et deuxièmement, le fait que le recyclage
des bénéfices du TGV permettent de financer le manque de financement public pour le réseau a aussi des limites. Ça a été rappelé plusieurs fois. Demain, avec des concurrents, c'est quelque chose que SNCF ne pourra évidemment plus faire. Donc la vraie solution, c'est pas ça, c'est pas de pérenniser ça. Moi j'admire et je pense qu'il faut applaudir la SNCF d'avoir fait recycler par l'État les bénéfices faits par le ferroviaire dans le ferroviaire, et pour assurer une durabilité au réseau, parce que ça c'est vraiment une politique, je dirais, qui était déjà adaptée à la situation, mais dans la durée, on ne peut pas contourner le truc. J'ai compris dans les sous-entendus de la question qui est: est-ce qu'on va demander aux cheminots de continuer à financer par la productivité l'argent qui manque pour le réseau? Je dirais, il y a deux sujets. Évidemment, il faut que le réseau continue à être efficace, productif. Bon, ok, mais c'est pas ça qui va régler le problème. Le problème, c'est le milliard. Il faut le milliard. Voilà, donc ça, je crois que Jean-Pierre Farandou, il est extrêmement lourd là-dessus, Mathieu Chabanel aussi. Tous les dirigeants de la boîte, ils disent, aujourd'hui on dépense 2,8 milliards pour assurer un certain niveau de régénération du réseau. Si on veut éviter le vieillissement du réseau, si on veut vraiment, dans la durée, et c'est quelque chose qui concerne aussi, à performance égale, la sécurité, assurer un réseau de qualité et aux standards modernes, c'est 1 milliard pour une régénération accrue, et je rajouterai 500 millions pour la modernisation, le numérique, la CCR, etc., etc. Voilà, donc quelque part, il va falloir de l'argent pour ça. Et entre-temps, je dirais, la SNCF, elle a fait, à mon avis, ce qui a été adapté et intelligent en recyclant une activité qui marche très bien et qui est le TGV. Je me permets une relance parce qu'il reste un peu de temps sur les 5 minutes, mais vous pensez, lors de la conférence de financement, par exemple, que les péages payés par vos concurrents sur les SGV doivent être revus et qu'une partie de leurs bénéfices doivent contribuer au fonds de concours? Alors là, je ne vais pas exprimer d'opinion personnelle, surtout que c'est des sujets très compliqués. Mais effectivement, quand je disais le fonds de concours, il ne me paraît pas durable, on ne voit pas pourquoi une SNCF qui est en concurrence pour le TGV, et une concurrence qui va être de plus en plus palpable avec la montée en puissance d'une part des actuels, c'est-à-dire Trenitalia, Renfe, et puis des nouveaux, quand on va voir arriver Proxima et les autres, on ne voit pas pourquoi ça serait la SNCF seule qui financerait le fonds de concours, on ne voit pas très bien pourquoi, et on ne va pas régler non plus la question des dessertes déficitaires, etc. Donc évidemment, il faut que toutes ces questions-là soient mises sous la table avec tous les acteurs.